Giant, c'est une chronique humaine historique sur le New York des années 30 et on suit le cheminement des bâtisseurs de buildings, les iron workers, donc les monteurs d'acier qui ont construit tous ces buildings, ces géants de fer. Et plus précisément, on est en 1932, en pleine Grande Dépression, sur le chantier de construction du Rockefeller Center à New York. Et mon personnage principal, qui s'appelle Giant, est chargé par les autres ouvriers d'avertir la famille du décès d'un de ses compagnons sur le chantier, la famille qui reste en Irlande. Et au lieu de ça, Giant va se faire passer pour le mari mort auprès de la veuve pour continuer de lui envoyer de l'argent en Irlande et entretenir ainsi une correspondance une relation épistolaire avec la veuve de son compagnon. Je voulais montrer que dans les années 30, en fait, c'était déjà quelque chose de très contemporain et qu'on avait des parallèles à faire avec la situation actuelle. La crise économique de 29 avec la Grande Dépression qui en a suivi, on a le parallèle avec la crise de 2008 et la crise économique de 2008 et tout ce qui s'en est suivi aussi. Et puis montrer que dans les grandes villes, même à cette époque, on était déjà un petit peu dans le métro boulot dodo aussi. Les gens avaient malheureusement tendance à s'enfermer dans un quotidien et également parler de l'immigration. L'immigration qui est un sujet d'actualité qui revient pas mal au niveau politique ces temps-ci. Et moi notamment qui habite au Canada avec notre voisin du Sud qui veut fermer la frontière aux immigrants, eh bien montrer que aussi les immigrants en fait c'est une richesse quand les immigrants arrivent dans un pays puisque qui ont construit les buildings, oui ce sont les riches familles qui ont commandité, mais les petites mains qui ont construit ça, ce sont tous des immigrants irlandais, italiens, américains, les Amérindiens de la tribu des Mohawks, etc. Oui, c'est exactement ça. Mais beaucoup de choses avaient été préparées et programmées avant le krach de 29 en fait. Le krach de 29 a amené quand même un arrêt net dans certains chantiers, mais d'autres ont quand même continué ont été quand même programmés. Mais par contre, des fois revus à la baisse. Notamment, j'ai vu des plans du Rockefeller Center de ce que ça va être avant, si la crise n'avait pas eu lieu. Il doit y avoir un immense opéra, le plus grand opéra du monde, juste devant la 5e avenue, entre la patinoire que l'on connaît maintenant et la 5e avenue. Là, il devait y avoir un opéra circulaire énorme, le plus grand du monde à l'époque, et qui finalement s'est pas fait, s'était transformé en le Radio City Hall, qui était plus de l'autre côté sur la 6e avenue. Mon personnage principal a une cicatrice depuis qui n'est pas refermée depuis qu'il a quitté l'Irlande, et lui il s'est enfermé dans cette solitude puisqu'il n'a pas réussi il n'a pas été résilient, il n'a pas réussi à faire le deuil de sa situation d'avant, donc il traîne comme ça son passé, il n'arrive pas à s'en détacher pour aller de l'avant. Alors que Dan, son coéquipier sur le chantier, le nouveau qui remplace l'autre ouvrier qui est mort, lui, au contraire, il est arrivé, il le dit dans la bande dessinée, il est arrivé en 29, le jour du krach, donc il s'est dit, après ça, rien ne pourra être pire. Donc lui, il va de l'avant, c'est un épicurien qui croque la vie et qui prend tout du bon côté, et ce qui est vraiment le pendant, et qui est très bavard, et il est vraiment le pendant à mon personnage principal de Giant, qui lui est un taiseux, taciturne, renfermé sur lui-même, et ce personnage de Dan va petit à petit pousser à Giant aussi à sortir de sa solitude, tout comme la relation épistolaire que Giant entretiendra avec la veuve de son équipier. Tout ça, ça va lui permettre de sortir. C'est une porte ouverte pour se sortir de la solitude, comme une dernière chance en fait. Je voulais pas être misérabiliste. Je montre la misère de ce qu'était la vie à l'époque, les breadlines, donc les files d'attente de la soupe populaire, puis les immigrants qui habitaient dans le quartier du Lower East Side, dans des immeubles complètement insalubres. Ils étaient entassés dans des conditions incroyables, avec un loyer assez cher pour ce que c'était. Et que finalement, les gens, de toute façon, ils ont tout quitté. Ils ont souvent quitté un pays en guerre ou des persécutions politiques ou religieuses pour tenter leur chance dans le nouveau monde. Alors effectivement, comme le dit un témoignage intéressant d'un immigrant, il disait que on a retrouvé un témoignage à Ellis Island d'un immigrant qui disait au pays, on racontait qu'à New York, les rues étaient pavées d'or. Mais en fait, quand je suis arrivé, j'ai remarqué que les rues étaient pas pavées du tout. Et en plus, on a dit que c'était à nous de le faire. Donc ça montre bien que il y avait de l'ouvrage aux États-Unis, mais en même temps, c'était le pays
où tout était possible. En fait, en débarquant du bateau, on pouvait se réinventer, se reconstruire, malgré le contexte économique de l'époque, dans les années 30, il y avait de la place aussi quand même pour le rêve américain, qui, mais parfois pouvait être une réalité très amère. C'est ce que j'aime, le côté authentique, en fait, retrouver l'authenticité de cette vie de l'époque. Et puis, euh, parce que New York, c'est pas les beaux buildings avec du marbre et puis avec en art déco et puis des gens forcément bien habillés. C'est aussi ce n'est pas que Broadway, ce n'est pas que les strass et les paillettes de Broadway. C'est aussi tous ces gens, tous ces peuples d'immigrants qui vivent, c'est ça, dans des conditions insalubres. Mais j'ai vraiment pris plaisir, puis je me suis beaucoup documenté, je me suis vraiment imprégné de cette époque avec de nombreuses photos. N'habitant pas très loin de New York, j'ai pu y aller plusieurs fois pour avoir accès à des archives photos et puis pour prendre le pouls aussi de la ville. Et graphiquement, c'est ça, j'ai vraiment essayé de retrouver cette ambiance crasseuse et tout ça avec le travail de l'ancrage surtout, et un petit peu de la mise en couleur, mais surtout l'ancrage. Ouais. C'est que je travaille tout en numérique, même si on n'a pas l'impression que c'est un ancrage numérique. Même si on est de plus en plus de dessinateurs comme ça à passer à l'ère du tout numérique. Mais si on regarde les planches de Giant, même en noir et blanc, c'est un travail presque d'illusionniste, puisque je travaille tout simplement avec Photoshop. Et puis toutes les brosses, tous les pinceaux Photoshop, c'est moi qui me les suis fait, au niveau des réglages, pour vraiment retrouver l'effet d'un pinceau essuyé, d'un pinceau où il y aurait l'encre de Chine serait trop diluée, ou d'une plume. Et puis donc pour vraiment avoir un rendu artisanal, un rendu fait à la main, et pour montrer que c'est pas, faut pas que ce soit froid en fait. Et puis ça a été tout un défi aussi de suggérer la ville de New York, parce que si on regarde bien, je laisse beaucoup de place à l'imaginaire du lecteur qui va faire qui va combler les vides, parce que souvent les buildings au fond ils sont juste suggérés, mais je suis pas dans l'hyper détail, alors que ça donne l'illusion que je mets beaucoup de détails. C'est ce que me disent les premiers lecteurs, c'est très très détaillé. Mais je dis, mais regardez bien, le premier plan est très détaillé. Mais après, on part dans la brume, souvent beaucoup de brume à New York. Donc beaucoup de suggestions en plus. Ouais. La couleur, elle amène juste une petite atmosphère supplémentaire, parce qu'effectivement, ma planche, elle se suffit à elle-même en ancrage en noir et blanc, puisque justement ces masses de noir, c'est tout le travail de la lumière avec l'ancrage au niveau narratif, et se suffit à lui-même. La couleur, elle amène c'est ça, une petite atmosphère. Alors comme je travaille beaucoup avec les photos d'époque, et toutes les photos d'époque sont en noir et blanc sépia, donc forcément je suis pas parti sur des couleurs trop flash qui auraient desservi, je trouve, l'ambiance et l'atmosphère d'époque. Donc j'ai fait des choses plutôt effectivement avec un monochrome de vert, mais assez désaturé, ou sépia. Mais je vais des fois avec comme des ambiances de rose, mais c'est pareil, c'est un vieux rose avec un petit peu de gris dedans. Et parfois, la couleur est narrative, dans le sens où quand il y a du bruit fort, notamment sur le chantier avec le bruit des marteaux pneumatiques, là je mets un jaune un petit peu plus flashy qui va retranscrire le bruit. Donc là elle est narrative. Et aussi, je fais souvent des monochromes sur fond blanc. Donc également là, à ce moment-là, la couleur est narrative et n'est pas simplement de l'ambiance. Mais sinon, c'est juste une petite touche de couleur pour vraiment finir l'atmosphère pour le lecteur. En bande dessinée, on a la chance, par rapport au cinéma par exemple, de pouvoir varier les cadrages. Moi j'aime beaucoup. Et les cadrages, il y a deux choses. C'est que les cadrages horizontaux on les utilise enfin les grands plans panoramiques, on les utilise beaucoup pour calmer une scène, puisque l'œil, quand il lit de gauche à droite de façon horizontale, c'est plus calme. Pour les verticales, si la lecture fait ça, c'est plus nerveux. Donc il y avait ces deux choses. Ça, ces deux choses, c'est plus au niveau narratif, mais au niveau visuel, effectivement, j'y vais tout doucement vers les verticales. Plus on va vers le tome 2,
et au tome 2, j'utilise beaucoup plus de vertical qu'au début, puisque au début, le chantier est en construction. Donc là, je suis plus en horizontal. Et plus ça va, plus je fais des cases verticales, des grandes cases verticales. D'ailleurs, sur le tome 2, j'en ai même une pleine page, une grande case étroite verticale. Tout ça pour montrer effectivement la verticalité, la ville qui s'élève. Par rapport à la couverture où mon personnage en clair-obscur se détache du fond blanc, puis il contemple le vide à ses pieds. Pourtant, c'est une ville qui grouille, mais quelque part, c'est aussi le vide. Et j'utilise beaucoup aussi les arrière-plans blancs. C'est-à-dire que souvent, le ciel est blanc parce que le vide c'est aussi important que ce que l'on montre aussi. Et le blanc, là, est narratif aussi, puisque ça mène ce personnage qui est perdu dans ses pensées, perdu dans le vide. C'est un style semi-réaliste, ancré. Donc j'essaie de toujours garder un petit côté caricatural, mais alors la limite est très très fine entre. Je veux pas basculer dans le réaliste, et puis il faut pas basculer non plus dans le cartoon. Donc la limite est pas évidente à avoir, mais oui, je me base beaucoup en fait pour mon casting physique des personnages. Je me base beaucoup sur des acteurs. Je vois à peu près je pense à deux trois acteurs pour. Bah, par exemple, pour mon personnage de Giant, c'était Tom Hardy, un acteur américain, et également Roy Dupuis, qui est un comédien québécois, donc moins connu en Europe, qui est joué dans un film de Ken Scott qui s'appelle Les Doigts Croches. Peut-être que ça vous dit un peu plus. Mais et puis, ce qui est marrant aussi, c'est que plus je le travaillais, et puis quand j'ai sorti les premières pages, et puis que des personnes l'ont vu, ils me ont dit, bah, tiens, il y a un petit côté Wolverine aussi. Alors, mais ça, c'était pas voulu, mais c'est marrant parce que je voulais quelqu'un d'assez animal aussi. Donc, puis c'est un géant et assez costaud comme Wolverine. Mais surtout, ces deux personnages-là. Par exemple, Dan aussi, qui est tout complètement. Enfin, il a un grand cou. Autant Giant, lui, est une masse, est un bloc. Autant Dan, lui, est tout en S. Et lui, c'est le comédien dont j'ai oublié le nom, qui joue aux côtés d'Henry Fonda dans le film de Ford, Les raisins de la colère, adapté de Steinbeck, un film en noir et blanc. Et c'est ce personnage-là, avec son grand cou, ses yeux toujours un petit peu grands ouverts, qui m'a inspiré le physique de Dan, en fait. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, je les aime tous parce qu'ils ont tous une part de moi, aussi bien les personnages masculins que féminins. Donc, j'y mets tous un peu de moi. Donc, des fois, je peux être un petit peu bavard comme Dan, mais je peux être aussi taciturne comme Giant. Donc, en fait, il n'y en a pas forcément un que je les aime tous. Même les autres ouvriers, toute l'équipe d'ouvriers qui travaillent avec Dan et Giant, bah, ils ont tous leur petit côté, leur petit coin de caractère qui vient de moi. Mais sûr que Giant étant mon personnage principal, c'est lui que je porte en avant. Et puis, s'il faut choisir, ça serait lui, bien entendu.